Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Il y a des valeurs incontournables qui caractérisent l'État républicain, rappelle Célestin Kabouya Lumuna Sando. C'est d'abord, dit-il, le recours à la raison qui est à la base de tout État moderne et de tout progrès individuel ou collectif. Ce recours se traduit par l'institutionnalisation et la rationalisation du pouvoir public. Et de préciser, l'institutionnalisation du pouvoir est une valeur qui implique le caractère impersonnel de l'État. Il est entendu que l'État n'appartient à personne, ni à un individu Dieu, ni à une dynastie, ni à un parti, ni à une église. Parce que l'État incarne la souveraineté du peuple, le pouvoir est exercé au nom du peuple. La Constitution, loi des lois et code du pouvoir reflète ces valeurs. Ensuite, poursuit le professeur Kabouya Lumuna, l'élection par le peuple suppose la reconnaissance de ses vertus, au nombre desquelles il ajoute l'amour de la patrie et le souci de son développement. Enfin, le professeur Kabouya cite le principe de l'alternance qui permettra toujours au peuple de choisir librement ses dirigeants. Et pour être sûr que le peuple peut sanctionner et rejeter les mauvais gestionnaires et les mauvais candidats, l'alternance, dit-il, se fera à période régulière selon la durée reconnue au mandat électif. Et l'expression de la volonté du peuple sera prise en compte lorsque la loi de la majorité prime pour considérer le suffrage. Il est indubitable qu'à la fin du règne du maréchal Mobutu Sese Seko, en 1997 et durant la période trouble entre 1998 et 2003, l'État, comme corpus, organisationnel, institutionnel ou comme triptyque peuple-territoire-autorité, enregistrait, du fait de la gestion féodo-totalitaire de 32 ans de mobutisme et des conflits armés, impliquant plusieurs pays africains sur le sol congolais, non seulement un effondrement mais aussi une dislocation d'une ampleur unique en Afrique. À partir des décennies 80 à 90, c'est plutôt le diagnostic d'État fantôme qui fut posé par des chercheurs. Il s'agit donc d'un État failli, État absent, État effondré, État fragile, État défaillant, État creux, État mort, État dysfonctionnel, État dissous, État désintégré. Soutenir le contraire, c'est simplement verser dans l'absurde ou mettre en exergue une rustique mauvaise foi. À ce sujet, dans son rapport sur la RDC, en 1997, Human Rights Watch affirmait que, sous Mobutu, l'institution État était virtuellement en écroulement. Captant la même réalité de l'effondrement de l'État zaïrois, note, en résumé, les crises multiples ayant secoué le Zaïre de 1974 jusqu'au-delà déclenchèrent une spirale dévastatrice. Celle-ci affecta tous les sous-systèmes de l'État, érodant ses capacités bureaucratiques et donnant lieu à diverses institutions informelles. Déjà en 1978, se référant à la désastreuse politique économique de la zaïrianisation lancée en 1973, Jean Riménam du magazine Le Monde observait. Pourtant, le déclin était déjà amorcé. Dès l'année suivante, une série de mesures que l'on s'accorde à juger catastrophiques et dont les effets furent aggravés par l'asservissement du système politique à la volonté du chef de l'État, acheva de précipiter le Zaïre dans la ruine. Cette dévastation de l'État moderne du Zaïre fut aussi épinglée par le professeur William Reynaud. Il cerna l'État zaïrois comme un État fantôme ou un État manquant, missing state, en démontrant sa totale déliquescence fonctionnelle dans les années 1980 à 1990. De même dans leur ouvrage au titre éloquent The Rise and Decline of the Zaire State, l'essor et le déclin de l'État zaïrois, les professeurs Crawford Young et Thomas Thuner conceptualisaient l'État zaïrois comme un État pagaille. Or voici ce que rappelle Jean-Pierre Nzeza à cet effet, non sans pertinence. En effet, l'État est au pays ce que le squelette est au corps ou ce que l'ossature est à la maison. Sans ossature, la maison s'écroule. Sans squelette, le corps s'effondre. Et sans l'État, le pays devient un chaos borné. Un pays qui, pour des raisons diverses, voit ses structures sociales et économiques éclater. Un territoire où les infrastructures se détériorent, où la violence s'installe, où les conflits de toute nature s'exacerbent, et de conclure, pour reconstruire un pays en état de chaos borné,
Comme le Congo, y ramener la paix et le développer, la première étape consiste à refonder l'État et à mettre en place des institutions solides qui assurent un bon fonctionnement de la vie en société. C'est une vérité de la planification. Toute autre méthode, affirme-t-il, conduit inévitablement à l'échec. L'histoire enseigne, comme relevé précédemment, que Mzi Kabila n'a pas eu le temps de restaurer substantiellement la machine étatique et encore moins le système politique congolais. À son accession au pouvoir en 2001, Joseph Kabila prit en charge un État institutionnellement quasi inexistant. Ce dernier était en effet dépourvu de constitution, de parlement, composé des élus, de système judiciaire fonctionnel, d'armée nationale, de structures régulatrices modernes et même des services publics vitaux. Dans l'optique systémique de David Easton, c'était un État totalement dysfonctionnel en termes de la mécanique fondamentale de captage des demandes sociétales et leur conversion en réponse institutionnelle. Ou allocation par voie d'autorité. Autoritative allocation, il y avait donc une incapacité reconstructive, extractive, régulatrice, distributive et protective. Nzeza Kabu estime même que martysan en partie de la nation congolaise, Mobutu est aussi l'assassin de l'État. Michel, 2016, pages 44 à 69. L'effondrement de l'État édifié par le roi souverain Léopold II, 1885 à 1908 et réorganisé par l'administration belge, 1908 à 1960, commence dès l'indépendance du Congo avec le départ de l'encadrement belge Jean Stengers, est affirmatif à cet effet. Il n'y avait pas de Congo sans Léopold II, il a forgé de toutes pièces 19. Cependant, relève Nzeza, la banqueroute proprement dite de l'État intervient près de 15 ans après la décolonisation suite à la conjugaison des facteurs politiques agissant de l'intérieur, endogène, et de l'extérieur du Congo, exogène. Et il n'y a plus de doute pour lui que parmi les facteurs politiques endogènes figure la nationalisation de tout l'appareil économique formel dont le seul crime est d'être en totalité aux mains des étrangers. C'est pourquoi on peut affirmer que l'action politique de Joseph Kabila, sur le plan du système politique, a été aussi bien refondatrice d'un État trouvé en écroulement que réorganisatrice du système politique congolais en profond délabrement. En fait, le système politique congolais démocratique, pluraliste actuel, est une émanation de la dispensation politique engagée par Joseph Kabila. Ainsi donc, ce chapitre ne va pas simplement inventorier les réalisations, mais va procéder à une démonstration factuelle de l'exactitude de la thèse d'une action politique refondatrice de l'État. Celui-ci est la force motrice et directionnelle du champ politique de toute société moderne au sens de l'État comme système de systèmes dans le paradigme hégélien. J'évoque l'ancrage de l'action de Joseph Kabila pour le Congo d'une part, et d'autre part les bases systémiques pour la refondation d'un État républicain. L'ancrage de l'action de Joseph Kabila pour le Congo lors de son point de presse tenu à Kinshasa le 26 janvier 2018 au Palais de la Nation, le président honoraire a eu le mérite de présenter en quelque sorte un pré-bilan de ses 18 années passées à la tête de la RDC. Les principales réalisations présentées lors de ce point de presse nourrissent l'essentiel du présent chapitre au plan politique. Bien entendu, cette source et d'autres informations non négligeables permettent d'apprécier les objectifs qu'il s'était assignés pour mieux jauger les efforts déployés dans le processus de la reconstruction du Congo. Dans ce qu'il avait appelé la conversation avec la presse, le 26 janvier 2018, sa visée principale était de clarifier la situation, informer l'opinion, corriger et rassurer le peuple congolais sur ses principales réalisations. Cette démarche découlait de son constat limpide décliné dans la préface. Depuis plusieurs années, on a tout dit. Alors tout, sauf la vérité. On a beaucoup parlé du Congo, de tout ce qu'il y a de négatif, mais jamais de ce qui s'y passe de positif. 21, dans cet échange avec les médias qui éclairaient l'opinion publique, il avait précisé notamment qu'il fournissait sa lecture concernant la situation sécuritaire, politique et le processus électoral en cours. Aussi avait-il relevé qu'au 26 janvier 2001, il portait l'ambition propre à l'idéologie de la social-démocratie pour faire entrer la RDC dans une nouvelle ère politique et lui faire connaître un aboutissement heureux de son processus démocratique entamé au 30 juin 1960 à son accession à l'indépendance et brutalement interrompu avec l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Ainsi donc, les actions politiques menées et réalisées et les faits saillants cumulés qui en ont résulté mettent en évidence son leadership d'État durant 18 ans.
L'échec de la conférence nationale souveraine et ses conséquences de politique, Joseph Kabila avait comme ambition la gouvernance et l'émergence de la RDC comme un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Tous ces efforts politiques ayant été orientés vers la réalisation de ces visées. L'action politique qu'il a menée au cours de la période, allant du 26 janvier 2001 au 24 janvier 2019, a été d'une indubitable fécondité. On peut y épingler les actions phares et les faits saillants cumulés, au plan interne et au plan international, sous le fondement socio, politique et juridique de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, les réalisations politiques et des faits saillants cumulés depuis l'accession de Joseph Kabila au pouvoir le 26 janvier 2001 au 24 janvier 2019, date marquant l'alternance pacifique du pouvoir en RDC, devrait, en partie, se mesurer à l'aune du contexte socio, politique et juridique de 1990 à 1997. Cette époque est considérée comme l'ère de l'échec de plusieurs générations d'acteurs politiques, incapables de réaliser la construction institutionnelle et substantielle de l'État moderne et de concrétiser la démocratie. La crise multiforme qui s'en est suivie justifie pleinement que les élites en cause en assument la responsabilité devant l'histoire. Le professeur Évariste Mabi-Moulumba rappelle ici, avec pertinence, combien le dernier dialogue de rupture de la Deuxième République entre le pouvoir et les différentes forces vives de la nation, la conférence nationale souveraine, dont la mission était naturellement d'accomplir une révolution pacifique et donc de rompre avec l'ordre politique existant et de le remplacer par un nouvel ordre politique, s'est clôturé par un échec lourd de conséquences pour le processus démocratique au Zaïre en raison de l'absence d'un consensus le plus large sur ces décisions. Pour Monseigneur Monsengwo, précise le professeur Mabi, deux facteurs expliquent cette situation, à savoir l'absence d'un consensus sur les objectifs de la CNS. Pour d'aucuns, c'était le lieu où l'on devait juger certains mauvais gestionnaires. Pour d'autres, c'était le lieu où devaient être renversées les institutions de la République en place et démis les détenteurs du pouvoir. Pour d'autres encore, c'était le lieu où ils pouvaient accéder au pouvoir après la démission de tous les autres. Cette confusion a conduit les uns et les autres à des réflexes de défense et d'agressivité qui ont fait un tort immense à la progression du processus démocratique du Zaïre. Le second facteur est lié en quelque sorte au premier. C'est le manque de sérénité au cours des débats. Certains conférenciers n'avaient pas la courtoisie de tolérer la contradiction. Mais pour le professeur Mabi, l'échec de ces assises trouvait sa source dans l'acte constitutionnel de transition issu de la CNS. Le partage du pouvoir qui en résulta était jugé déséquilibré par le président Mobutu et sa famille politique. Aussi, faut-il le souligner d'entrée de jeu, que le changement politique intervenu le 17 mai 1997 inaugura un ordre constitutionnel nouveau, faisant basculer la RDC d'une ère monocratique zaïroise avec un parti-État à une nouvelle époque de l'État républicain. Le décret constitutionnel numéro 003/97 du 27 mai 1997 annonça cette rupture par l'action historique et héroïque de Mzi Laurent Désiré Kabila. Le tombeur de Mobutu amorça le rejet d'un système perpétuant l'exploitation de l'homme par l'homme tel que pratiqué par les élites mobutistes aliénées par la dictature, mais privilégia, au contraire, la construction d'une authentique dispensation démocratique et républicaine arrimée à la souveraineté nationale. Très tôt, et une fois encore, à l'instar de la tragédie du 17 janvier 1961, les ennemis de la démocratie décidèrent de barrer la route à cette marche vers la mutation démocratique et républicaine prônée par le soldat du peuple, Mzi Laurent Désiré Kabila. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.